Roulez. Le Grand Matin Sud Radio. Le petit déjeuner politique. Il est 7h41, merci d'être avec nous pour le petit déjeuner politique de Manuel Bompard, qui est candidat à la France Insoumise à l'élection européenne. Bonjour Manuel Bompard. Bonjour. Édouard Philippe lance aujourd'hui 5 grands chantiers, autour de l'emploi notamment, dialogue alors avec les syndicats et les collectivités. Vous croyez à un changement de méthode possible de la part du gouvernement et puis une vraie concertation ou pas? Non, je pense que tout ça est de la communication. Maintenant, il faudrait se gargariser du fait que le président de la République discute avec des organisations syndicales ou des associations environnementales. Je crois que c'est un peu le b.a.-ba. C'est pas le président, c'est le Premier ministre. Le Premier ministre, le gouvernement, cette majorité. Mais bon, je crois que c'est le b.a.-ba. Alors c'est vrai que c'était pas sa méthode précédemment. Moi, ce qui m'inquiète au-delà de la méthode, c'est les questions de fond. Et sur le fond, force est de constater que le président de la République a dit à sa conférence de presse que de toute façon, dorénavant, tout serait comme auparavant. Donc j'ai l'impression que si on veut avoir une politique créatrice d'emploi, il faut changer de cap. Or, aujourd'hui, c'est pas ce qui est à l'ordre du jour. Oui, parce que dans le cap, il fixe le plein emploi en 2025. C'est possible, ça? Ce serait possible, mais pour ça, il faudrait appliquer d'autres méthodes. Pour la France Insoumise. Moi, je pense qu'une politique aujourd'hui créatrice d'emploi, c'est une politique qui investit massivement dans la transition écologique. Tous les rapports montrent que si vous voulez faire 100% d'énergie renouvelable en 2050, vous allez créer 1 million d'emplois. Que si vous voulez faire la transition de l'agriculture industrielle, il en sera question aujourd'hui. De la transition écologique. Transition, emploi. Malheureusement, c'est un point sur lequel moi j'ai été extrêmement déçu, même si j'en attendais pas grand-chose de la conférence de presse de Monsieur Macron, parce que sur la transition écologique, l'urgence est telle qu'il s'agit pas aujourd'hui de dire on va nommer une commission qui demain peut-être fera des propositions. Il faut prendre des décisions, fixer des objectifs maintenant. Je vous disais 100% d'énergie renouvelable en 2050 et on planifie. Vous y croyez vraiment? Oui, il y a un rapport notamment, c'est ce qu'on appelle le scénario négawatt, qui montre que si vous faites monter en puissance les énergies renouvelables et que vous investissez dans la rénovation thermique des bâtiments, ça crée de l'emploi, ça alimente l'économie. Alors vous pouvez le faire, oui, bien sûr que c'est possible, mais il faut fixer l'objectif maintenant. La fin du moteur thermique de l'essence et du diesel, ce sera justement parmi les arguments de campagne de Renaissance. Oui. Ça, en 2040. Non mais c'est réalisable ou pas? Oui, bien sûr 2040, c'est demain. Mais oui, mais le problème c'est que les millions de voitures. Oui, mais la transition écologique, malheureusement, on n'a plus le temps d'attendre. Les rapports du GIEC là montrent que, au rythme actuel des émissions de gaz à effet de serre, en 2040, on aura 1/8 des espèces qui vont disparaître. Il y a un rapport qui sort sur la biodiversité aujourd'hui. Donc, on doit prendre des mesures. Mais le problème, c'est que ça peut pas se faire au détriment de gens qui aujourd'hui n'ont pas d'alternative à l'utilisation de la voiture individuelle. Donc, moi, je veux bien que ce soit un argument de la République en marche. Mais dans le même temps, quand vous supprimez les petites lignes de train parce que vous organisez la libéralisation du service public ferroviaire, vous empêchez les gens d'avoir des alternatives à l'utilisation de la voiture individuelle. Moi, je crois à une écologie populaire, mais une écologie qui s'attaque d'abord aux gros pollueurs, pas aux citoyennes et aux citoyens qui n'ont pas d'autres alternatives que de prendre leur voiture pour aller travailler ou se soigner. Oui, Emmanuel Bompard, le CICE devrait être maintenu. C'est efficace, visiblement. Non, c'est pas efficace du tout. C'est ce que disent les rapports, en tout cas avancés par la majorité. Alors, écoutez, les rapports qui ont été faits sur le sujet disent que le CICE a créé à peu près 100 000 emplois, grand maximum. On se rappelle de Monsieur Gattaz qui arborait un pins sur les plateaux de télévision en disant que ça allait créer 1 million d'emplois. Le coût d'un emploi au CICE est à peu près 5 fois plus cher que les emplois aidés qu'a supprimé le gouvernement de Monsieur Macron. Donc non, c'est pas efficace. Et justement, on pourrait par exemple prendre les 40 milliards, c'est 40 milliards le CICE cette année, pour l'investir par exemple dans la rénovation thermique des bâtiments, ce serait beaucoup plus utile. Oui, il faut supprimer aussi des niches fiscales. Ce seront visiblement les niches fiscales des entreprises qui vont être visées. Là aussi, il y a de l'efficacité. Moi je pense qu'il y a des niches fiscales à supprimer et le CICE en est une par exemple. Le problème c'est que le gouvernement écarte la suppression de cette niche fiscale-là, donc il va falloir nous dire maintenant précisément à quelle niche fiscale il compte s'attaquer, parce que pour l'instant tout ça est extrêmement flou et on a quand même le sentiment que c'est de la communication, mais que derrière c'est plutôt dans la poche des Français qu'on va prendre, notamment avec l'allongement de la durée du travail. C'est ça que l'annonce principale du Premier ministre, du président de la République la dernière fois. Oui. Édouard Philippe garde une pleine confiance en Christophe Castaner après l'histoire de la Pitié-Salpêtrière. Vous continuez de réclamer sa démission, bien sûr, de l'Intérieur, ou vous êtes satisfait quand même de ses premières explications? Non, je suis pas satisfait du tout d'excuses qui n'en sont pas. Le problème n'est pas le terme utilisé, puisque Monsieur Castaner dit j'aurais pas dû parler d'attaque, mais d'intrusion violente. Le problème n'est pas le terme. Le problème, c'est qu'il a consciemment inventé une histoire pour jeter l'opprobre sur des manifestantes et des manifestants. Il l'a pas inventé, puisque c'était rapporté aussi par certaines personnes et responsables notamment des hôpitaux. Oui, enfin, quand on est ministre de l'Intérieur, on vérifie un peu ces informations avant de communiquer pour jeter comme ça le discrédit sur tout un mouvement. Dans n'importe quelle démocratie du monde,
un ministre de l'Intérieur pris la main dans le sac avec un tel mensonge aurait démissionné sur le champ. Donc bien sûr qu'il faut qu'il démissionne. Il faudrait une audition également devant la commission des lois, comme le réclament certains sénateurs, ou pas? Ça serait mieux que rien. Mais honnêtement, je crois qu'on n'aurait même pas besoin d'en arriver là. Comme je vous disais, dans n'importe quelle autre démocratie, un ministre de l'Intérieur, un ministre n'importe lequel, pris la main dans le sac avec une preuve flagrante du fait qu'il a inventé de toutes pièces une histoire, aurait démissionné. Ouais, Manuel Bompard, demain, 2e anniversaire du président Emmanuel Macron à l'Élysée. Vous lui mettez quelle note? Tiens donc. Quelle note? Oui. Oh là. Je crains qu'elle soit pas très élevée, non? Je lui mets, 0 sur 20, 1 sur 20. Bah non. Mais qu'est-ce que vous voulez que je lui donne comme point? Moi, j'aimerais bien vous dire qu'il y a des choses positives qui aient été faites. Mais malheureusement, j'aurais du mal à... Il a donné, dans un premier temps, un nouvel élan à la France? Non, sur la scène internationale? Non? Je crois pas. Je pense qu'il a capté une partie des aspirations qu'il y avait dans la population, au dégagisme, au renouvellement. Mais en fait, il y a participé, quoi. Oui, mais il les a captés en les travestissant, parce qu'en réalité, il a donné à ce renouvellement un simple changement des apparences, un renouvellement des visages et pas un renouvellement des politiques mis en place. Et je pense malheureusement qu'il va faire beaucoup de mal à notre pays parce que les gens vont être très déçus parce qu'ils avaient l'impression peut-être que ça allait changer et que malheureusement ça ne change pas. Oui, parce qu'il y avait une forme de renouvellement qui s'engageait en Bien politique. sûr. Vous avez parlé de dégagisme. Il y a des jeunes d'ailleurs à la tête de plusieurs listes pour ces européennes. Ça, c'est peut-être un effet Emmanuel Macron. Non, je crois pas que ce soit un effet Emmanuel Macron, mais c'est une bonne chose. Ouais. C'est une bonne chose que dans cette élection notamment, il y a une nouvelle génération qui s'engage, qui accepte pas de voir ce beau projet européen être tellement mis à mal par ces traités qui organisent aujourd'hui l'Union européenne et qui nous empêchent de faire l'Europe dont on aurait besoin. Et donc je pense que c'est bien que cette jeune génération s'engage et dise l'Europe oui, mais pas celle-là, pas à n'importe quel prix. Oui, 33 listes pour ces élections. C'est trop ou pas? Ça brouille la campagne? Non, c'est la démocratie. Chacun peut se présenter s'il le souhaite. Donc je ne crois pas que ça soit trop. Maintenant, moi, vous le savez, je suis présent sur la liste de la France Insoumise et je crois que la France Insoumise est identifiée à une ligne et une orientation claire dans ces élections européennes. Mais est-ce que ça, du coup, il y a un éparpillement quand même en fait des listes et puis du coup des voix et ça ne renforce pas certains pôles pour pouvoir peser demain, non? C'est peut-être regrettable qu'il y ait autant de listes, mais maintenant, comme je vous le disais, c'est la démocratie et si certains avaient le sentiment de ne pas être représentés par l'offre politique existante, c'est normal qu'ils puissent déposer leur propre liste. Ça me choque pas. Oui. Un chauffeur de bus à la RATP qui refuse de prendre une jeune fille la semaine dernière car elle aurait une jupe trop courte. Alors l'enquête est en cours. Hein. Mais comment vous jugez ça, vous? C'est une forme de discrimination, du communautarisme, du repli ou pas? Alors moi, comme vous le dites, l'enquête est en cours. Ça c'est vrai. Si l'enquête démontre qu'effectivement il a refusé à ces femmes de rentrer dans le bus parce qu'elles avaient une jupe trop courte, je crois que tout le monde dira que c'est inacceptable, insupportable et qu'il doit être sanctionné durement pour un tel acte. Oui. Début du procès Orange, ex-France Télécom. Hein. Aujourd'hui, poursuite pour harcèlement moral avec une vague de suicides à la fin des années 2000 liée à la transformation de l'entreprise. Vous attendez là aussi des condamnations exemplaires? Oui, je pense que c'est bien que ce procès puisse avoir lieu. Moi, j'affirme et je donne mon soutien, notamment aux salariés, aux familles de ces salariés qui se sont engagés dans ces démarches. Je voudrais qu'on ait une pensée pour eux. C'est quand même des gens qui sont décédés en raison de leurs conditions de travail. Je voudrais dire que la situation de France Télécom n'est malheureusement pas isolée. Il y a 1000 personnes qui meurent chaque année en raison des souffrances liées au travail. Et je pense que c'est la conséquence aussi d'un mode de management et de ces contraintes psychologiques. C'est une mauvaise anticipation d'une façon générale dans notre société des transformations des entreprises parce que c'est inéluctable. Partout les métiers évoluent, se transforment. Non, mais que les métiers évoluent, c'est sans doute nécessaire, mais ça ne nécessite pas et ça ne mérite pas des telles souffrances, telle forme de harcèlement sur des salariés qui les poussent jusqu'au suicide. Je disais 1000 personnes qui meurent chaque année sur leur lieu de travail. Donc le cas là n'est pas un cas isolé. Et cette question là de la souffrance au travail devrait être une grande cause nationale. Et j'espère que ce procès permettra de mettre l'accent sur toutes celles et ceux qui souffrent au travail, de cette violence dont on parle jamais dans la société, de ces gens qui galèrent, qui en ont marre et qui malheureusement des fois vont jusqu'au suicide. Je pense que ça serait utile que ce procès permette que enfin on puisse agir sur le sujet. Y compris les policiers. Avec une vague de suicides. Bien sûr, les policiers sont dans des conditions de travail aujourd'hui qui sont insupportables. Et malheureusement, dans cette mobilisation, ils sont instrumentalisés, utilisés par le pouvoir. Parce que, comme il ne veut pas changer de cap politique, comme il ne veut pas entendre les revendications qui sont dans la rue, c'est les policiers qui se retrouvent en première ligne. Et je pense qu'il faut aussi les soutenir, mais surtout
attaquer le pouvoir politique qui les expose de cette manière. Alors c'est ce que vous faites avec la France insoumise, avec cette campagne aussi des européennes. Ça patine un petit peu quand même, non, chez vous là, quand on regarde les intentions de vote. Alors évidemment, ce ne sont que des sondages, mais quand même quoi. Non, je crois pas. Regardez, si vous prenez même vos propres sondages, les sondages dont vous parlez, les sondages vous disent que la campagne de la France insoumise montre une liste qui est en dynamique, puisque les sondages... 8,5, on est même sur les dernières enquêtes d'opinion autour de 10%, 9,5-10% sur les derniers que j'ai vus pour ma part. Qu'est-ce qui manque par rapport à la présidentielle ? Alors d'abord, je pense qu'il faut comparer à l'élection qui est comparable, c'est-à-dire l'élection législative qui avait une offre politique à peu près similaire, où la France insoumise avait fait 11% des voix. On n'en est pas très loin selon vos enquêtes d'opinion, mais quand on analyse en détail, on voit que la difficulté, c'est une difficulté de mobilisation, de participation au vote, et notamment l'électorat de Jean-Luc Mélenchon à l'élection présidentielle est celui qui, pour l'instant, vous dit on va le moins aller voter. Donc je profite de votre micro pour dire à celles et ceux qui se reconnaissent dans nos idées, ne laissez pas passer votre tour. Oui, mais... Infligez la défaite que mérite Emmanuel Macron. Ne le laissez pas gagner, parce qu'ensuite, ça serait lui offrir une carte blanche pour poursuivre sa mauvaise politique. Oui, mais est-ce que les départs, et il y a eu quelques brouilles au sein de la France insoumise ces derniers temps, ont un petit peu compliqué aussi les choses, je remarque qu'on met beaucoup l'accent sur les départs à la France insoumise, mais quand il y en a dans d'autres listes, et il y en a eu à peu près dans chaque liste, on en parle un peu moins. Bon, il y a toujours, quand on construit des listes nationales comme ça, des gens qui sont pas contents, c'est la vie, c'est comme ça. Je pense pas que ça brouille, je pense que la France insoumise est identifiée précisément. Nous n'acceptons pas les traités qui régissent aujourd'hui le fonctionnement de l'Union européenne. Nous pensons que cette élection peut être un référendum anti-Macron et donc l'opportunité de lui infliger la défaite électorale qu'il mérite. Il ne vous écoute pas quand vous manifestez dans la rue. Là, vous avez une opportunité de lui envoyer un message clair qui, lui, pourra pas être oublié, ignoré ou réprimé. Et donc, je pense que ces élections européennes ont un enjeu fort. Pas forcément à la France insoumise, quoi. Eh ben, ça, c'est aux gens de choisir. C'est la démocratie. Mais je pense que si on veut sanctionner Emmanuel Macron, si on veut donner de la force, du poids aux revendications qui s'expriment dans la rue depuis 6 mois pour la justice fiscale, la justice sociale, la démocratie, le bulletin de vote de la France insoumise est le mieux adapté pour tout ça. Est-ce que, puisque vous avez parlé de dégagisme tout à l'heure, il n'y a pas un petit souci de leadership, parce qu'à la France insoumise, c'est toujours Jean-Luc Mélenchon qui est là à la tête. Est-ce qu'il ne faudrait pas passer le relais, si non, Monsieur Ruffin serait à même, François Non, mais Ruffin, écoutez, la France insoumise, elle est et c'est une force et quelque chose sur lequel on doit rendre hommage à Jean-Luc Mélenchon, qui est d'avoir réussi à faire émerger autour de lui d'autres visages. Je pense qu'il a fait précédemment. D'autres visages, on passe à autre chose. Mais non, il faut pas passer à autre chose. Je pense que la France insoumise a des figures qui sont des figures complémentaires. Et je pense que moi, je suis très content que Jean-Luc Mélenchon ait porté notre force politique jusqu'à près de 20% des voix à l'élection présidentielle, que personne d'autre n'a fait cette prouesse et cette performance pour l'instant. Et donc, je pense que Jean-Luc Mélenchon est un atout sans aucun doute pour la France insoumise. Et je lui rends hommage aussi d'avoir, malgré tout ça, réussi aussi à faire émerger autour de lui. François Ruffin. Mais François Ruffin est aussi un atout. D'ailleurs, François Ruffin, Jean-Luc Mélenchon, Manon Aubry mènent des meetings ensemble dans cette campagne. Et je pense que ça permet à tout le monde de se retrouver autour de la France insoumise qui est forte de sa diversité. Ah oui, le mot de la fin, Manuel Bompard, avec Cécile de Ménibus. Florian Philippot, vous le savez, a décroché un drapeau européen d'un bâtiment des finances publiques à Forbach. Est-ce que c'est selon vous un acte anti-républicain qui est condamnable ou simplement un candidat en mal de buzz ? Oui, je pense que c'est plus un candidat en mal de buzz qui a essayé de construire une polémique, une action avec de la communication. J'ai pas trouvé extrêmement convaincante, pour être honnête. Bon, des fois, dans une campagne électorale, c'est normal qu'on fasse des initiatives pour faire un peu parler de soi. Là, je l'ai trouvé un petit peu caricatural. Mais est-ce qu'il faut le condamner ? Ah non, moi je condamne pas Florian Philippot pour une action de ce type-là. Il y a des choses beaucoup plus graves dans notre pays que je condamne de manière beaucoup plus ferme, notamment ce qui se passe dans la rue depuis 6 mois, ces gens qui ont été blessés dans cette manifestation. Et mes condamnations iront plutôt à l'égard du pouvoir et de la politique qui est mise en place dans ce pays qu'à l'égard de monsieur Philippot. Oui, vous avec qui j'ai pas de proximité politique pour autant. Non, c'est vrai, pas de proximité politique, non. Non, j'ai pas de proximité politique. Parfois, il y a une même vision en fait des choses, je trouve, non. Non, je crois pas. Je crois que Florian Philippot. N'oubliez pas que c'est un ancien chevènementiste. Oui, mais j'oublie pas non plus qu'il est un ancien porte-parole de Marine Le Pen, et vous savez qu'entre la France insoumise et le Rassemblement national, tout nous sépare sur le terrain des idées, des valeurs. Nous sommes les militantes, les militants de l'égalité, et pas les militantes et les militants de l'inégalité comme ceux qui se retrouvent dans le Rassemblement national. Eh ben, vous avez un invité surprise. Amis aventuriers, bonjour, c'est Denis Brognard. Après les départs de Thomas, François, Corinne et Liem, c'est au tour de Charlotte de quitter l'aventure insoumise dans cet ultime épisode de Koh-Lanta. Alors Emmanuel, voici ma question. De quelle épreuve la France insoumise a-t-elle plus le peur ?
perdre son collier d'immunité européenne ou l'épreuve des poteaux qui se barrent tous les uns après les autres? Alors d'abord, il y a une inexactitude dans ce que vous dites. Charlotte Girard n'a pas du tout quitté la France Insoumise. Au contraire, elle s'en est expliquée d'ailleurs sur le sujet. Moi, maintenant, je n'ai peur de rien. Je vais vous dire, nous sommes militants, nous représentons des millions d'électeurs dans ce pays et nous allons faire en sorte à l'élection européenne de porter leur voix de la meilleure manière possible et de faire en sorte qu'ils puissent être représentés au Parlement européen par des parlementaires de combat, des gens qui se laissent pas faire et qui porteront leur voix et leur parole au Parlement européen. Voilà, moi, c'est l'épreuve qui m'intéresse pour l'instant, celle du 26 mai. Eh bien, il est gagnant sur cette épreuve. Voilà, sur cette épreuve. Merci Emmanuel Bompard de la France Insoumise, était l'invité de Sud Radio ce matin. Vous parliez tout à l'heure de Florian Philippot. Il sera ce soir en duel dans l'émission Europe-moi si tu peux, face à Pierre Laroutourou d'Envie d'Europe, de la liste socialiste. Absolument. Et demain, ce sera Jean-Christophe Lagarde face à Nicolas Dupont-Aignan entre 18h et 19h avec Alexandre Darmon, Christophe Bordet et Philippe Bilger sur Sud Radio. En attendant 7h56, merci d'être avec nous et Dany Moreau qu'on retrouve bien sûr à 8h20 sur Sud Radio.